Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le temps est court, mais vous me permettrez tout d'abord de remercier très chaleureusement la prestigieuse Académie royale de m'avoir associé à ces importantes réflexions de prospective sur l'Europe, en amenant, je l'espère, une perspective africaine. Alors, les 3 points de mon intervention sont les suivantes. Essayer un peu d'apprécier les relations euro-africaines. Et pour faire le constat que c'est des relations qui suivent davantage une logique industrielle, même si on est dans un contexte, au moins en Europe, post-industriel. Voir dans un deuxième point la portée des relations euro-africaines, pour voir au niveau de l'Afrique, au niveau du continent africain, quels sont les acteurs qui sont les plus impliqués dans ce type de relations. Et enfin, explorer le futur des relations euro-africaines à l'horizon 2050. Alors, je crois que, comme tout le monde le sait, l'Afrique a toujours été ouverte au commerce avec d'autres parties du monde, mais il est incontestable que c'est le contact avec l'Europe qui a amené l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale à des niveaux extraordinaires, à des niveaux sans précédent. Au début, ça ne s'est pas toujours fait de manière très honorable, parce que comme tout le monde le sait, ça s'est fait à travers la traite négrière, mais quand même le fait est que là, au début, on avait des économies assez autarciques, assez rurales dans leur structure, et le contact avec l'Europe a été un élément déclencheur pour l'Afrique et qui lui a permis de s'ouvrir davantage au reste du monde. Et la logique de l'Europe, qui au départ était une logique industrielle, à mon avis n'a pas changé depuis lors. Lorsque les Européens venaient au contact du continent africain, c'est clair que c'était pour essentiellement 2 raisons. Pour avoir des débouchés à leurs produits industriels, pour accumuler du capital, et surtout aussi pour trouver des matières premières, des produits miniers, minéraliers, agricoles. Et les pays africains ont été pour l'essentiel spécialisés selon leur dotation factorielle. Il y a des pays qui servaient à produire des matières premières minières, d'autres des matières premières agricoles. Et dans une logique capitaliste bien connue, cette spécialisation a conduit même parfois à des mouvements de personnes entre régions colonisées d'Afrique comme d'ailleurs. C'est ainsi que les Libanais sont venus s'installer dans beaucoup de pays d'Afrique francophone comme des commerçants servant de relais aux hommes d'affaires et à l'administration coloniale dans nos pays. Ce qui fait que beaucoup de nos pays sont spécialisés dans certains produits. Le Sénégal s'est spécialisé dans l'arachide, la Côte d'Ivoire dans le café et le cacao. Et mais pour faire tout cela, il a fallu développer le commerce et avoir une classe de commerçants qui devait servir de relais et pouvant rendre ces spécialisations opératoires. Tout ceci est assez conforme à une logique industrielle, à la logique industrielle que j'ai décrite. Alors, ce qui est surprenant, c'est que cette logique industrielle n'a pas tellement bougé, même si, entre-temps, les 2 régions ont connu des épisodes extrêmement importants de leur évolution respective. Il y a eu des investissements et des entreprises européennes en Afrique, mais avec la décolonisation, beaucoup parmi ces entreprises-là se sont retirées. Et les investissements qu'on a toujours gardés, c'est des investissements qui sont concentrés dans le secteur minier, dans la finance. Et des investissements visant, encore une fois, à soutenir une activité industrielle qui, de toute façon, tend à se déplacer de l'Europe vers d'autres régions du monde, en particulier l'Asie. Je crois que mon collègue l'a bien
souligné dans sa présentation. La coopération monétaire obéit à la même logique, c'est-à-dire la logique industrielle permettant à l'Europe d'écouler des débouchés et de s'approvisionner en matières premières. Ça, c'est le premier constat. Alors, on a eu par conséquent très peu d'intégration des systèmes productifs entre les deux régions, par-delà ce que j'ai décrit, par-delà les mines, par-delà l'approvisionnement en matières premières et par-delà l'écoulement des produits manufacturés venant d'Europe. Le deuxième point de mon intervention porte sur les acteurs qui sont les plus impliqués dans ces relations euro-africaines. Le contact de l'Afrique avec l'Europe s'est traduit par un certain nombre de dualités. Dualité dans plusieurs sphères. Dualité dans le système éducatif. On a un système traditionnel qui n'a rien à voir avec le système européen et qui coexiste avec le système européen de formation et d'éducation. Dualité au niveau des structures productives. On a un secteur informel très fort, prédominant, et un secteur formel assez semblable à ce qu'on observe en Europe et qui est davantage en contact avec l'Europe. On a un système financier moderne, dominé essentiellement par des acteurs européens, et un système financier complètement traditionnel qui n'a rien à voir avec le reste de l'économie. Juste pour donner un exemple, dans les pays de l'UEMOA, donc d'Afrique de l'Ouest francophone, on a moins de 2% de la population qui ont un compte bancaire. Donc tout le reste utilise des circuits de financement et d'intermédiation informels. On a un cadre réglementaire moderne, largement inspiré du cadre européen, et un cadre qui est resté traditionnel et encore prédominant. Il y a un droit moderne, inspiré du droit européen en général, donc de l'ancienne puissance coloniale, et un droit coutumier et traditionnel qui est prédominant. Et l'Afrique est de ce fait piégée par ses contradictions internes. Je vais juste donner quelques illustrations de ce que je viens de dire. Voilà un peu la configuration de l'emploi dans un certain nombre de pays africains, francophones, Afrique de l'Ouest et du Centre, dans lesquels on a mené quelques travaux de collecte. Donc ça permet de voir que, dans certains cas, jusqu'à 80% de l'emploi dans nos pays est constitué par l'auto-emploi. Des gens qui s'emploient eux-mêmes, très souvent dans des services complètement informels et déconnectés de l'autre versant de l'économie avec lequel l'Europe est en contact. Ça, c'est un cas d'exemple assez illustratif. Ces jeunes hommes que vous voyez, lorsque vous visitez les capitales africaines, il y a énormément de jeunes mendiants qui demandent tout le temps de l'aumône pour survivre. Et quand vous voyez ces jeunes hommes à première vue, vous allez penser que c'est un mendiant. Non, ce n'est pas un mendiant. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires avec des employés. Alors, dans quelle affaire il évolue au Bénin? Dans le commerce de l'essence prélatée. Il faut comprendre que les stations d'essence formelles au Bénin sont extrêmement rares. La plupart des automobilistes s'approvisionnent auprès d'acteurs comme ce jeune homme, et utilisant les mêmes instruments que ce jeune homme. L'essence est importée frauduleusement du Nigeria et on estime qu'il y a 50 000 personnes qui vivent de cette activité, ce qui fait la moitié de la fonction publique du Bénin. Un autre cas de figure de l'économie réelle complètement déconnectée de ce qu'on connaît comme étant les relations euro-africaines. Ça, c'est un autre cas de figure. Ça, c'est toujours les importateurs de véhicules d'occasion au Bénin. Et ce que vous voyez là, c'est le bureau d'un des
de ces opérateurs. Et ces opérateurs-là, malgré les apparences, sont parfois plus riches que les opérateurs évoluant dans le secteur moderne. Voilà un peu une idée des parcs qu'ils gèrent, toujours à Cotonou. On estime que cette activité-là représente 10% du PIB du Bénin. Mais cette activité est considérée, toutes ces activités sont considérées informelles, non structurées, donc marginalisées. Pas prises en charge par les types de relations qu'on a eues jusqu'ici. Dernière illustration. Oh, pardon. J'espère que ça marche, ça, non? Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'Afrique de l'Ouest, et le total, c'est la CEDEAO. En jaune, vous avez les pays de l'UEMOA. En jaune moutarde, vous avez les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA, c'est les anglophones. L'UEMOA, c'est les francophones. Alors, ces pays-là, on les divise en 3 catégories. Il y a les États entrepôts. Ici, la Gambie, là, le Bénin et le Togo. Ces États vivent de réexportation vers leurs grands voisins. Le Bénin et le Togo réexportent vers le Nigeria. Et la Gambie réexporte vers le Sénégal. Et ensuite, ces États entrepôts réexportent aussi vers les États complètement enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais ça va jusqu'au Tchad. Ce que la légende explique. Alors, laissez-moi juste vous dire que ce type de commerce est complètement sous-tendu par des acteurs informels et ne figure pratiquement pas dans les statistiques officielles. Lorsque vous regardez les statistiques officielles sur le commerce intra-africain, vous allez trouver que c'est inférieur à 10%. Mais les estimations récentes qu'on a faites et que d'autres experts ont faites permettent de voir que ces montants sont largement sous-évalués. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est des acteurs utilisant des réseaux religieux, des réseaux ethniques et des réseaux d'autres formes qui structurent ces échanges-là et qui traversent complètement les frontières nationales. Quelques chiffres pour le montrer. Là, on a utilisé les données en miroir de Comtrade pour voir un type de produit donné, c'est-à-dire les véhicules d'occasion dont on a parlé. Les importations par tête du Bénin, ça fait presque 3 fois et demi les importations par tête du Nigeria. Rien ne peut expliquer cela. C'est les mêmes groupes ethniques, avec les mêmes modèles de consommation. La seule chose qui explique ça, c'est ce qu'on a dit tantôt. C'est que le Bénin importe pour le Nigeria. Parce que le Nigeria a des tarifs douaniers élevés, prohibitifs, parce qu'ils ont une industrie automobile à protéger. Lorsqu'on regarde le cas du Sénégal, on n'observe pas ça parce qu'on n'a pas d'industrie automobile à protéger. Donc, les importations par tête du Sénégal, en comparaison à celles de la Gambie, sont pratiquement les mêmes. Regardons maintenant le cas du sucre. On a une grosse industrie sucrière à protéger. Et donc, la situation est complètement inversée. Les importations par tête de la Gambie sont presque, en période de pic, presque 3 fois supérieures aux importations par tête du Sénégal. Ça confirme ce qu'on disait, c'est que donc les Gambiens n'importent pas, ils ne consomment pas 3 fois plus de sucre, c'est qu'ils réexportent vers le Sénégal. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a 2 choses à noter au niveau des relations euro-africaines. La première chose, c'est que ce sont des relations qui sont restées, des relations de type industriel, conçues par l'Europe au départ pour développer son industrie, mais l'Europe est passée à une phase post-industrielle, mais ces types de relations sont restés. Ce qui fait que la plupart de l'industrie, en particulier dans le secteur traditionnel européen, s'est déplacée vers d'autres pôles, vers d'autres régions du monde, sur lesquelles l'Europe a très peu d'emprise. Ça, c'est du côté européen. Du côté africain, c'est que ces relations n'ont pas créé les conditions à ce que les Africains, les économies africaines, se déplacent vers des chaînes de valeur supérieures. Normalement, ces relations devraient amener progressivement les Africains
à produire et à exporter plus que des produits de base, plus que des produits miniers, plus que des produits agricoles. Mais depuis le début, si vous regardez la structure du commerce en Afrique, ça n'a pas tellement bougé. Et c'est ça qu'il faut peut-être regretter dans ces relations. On aurait pu en faire des relations donnant-donnant en essayant d'intégrer davantage, qu'on l'a fait jusqu'ici, les systèmes productifs. Alors, maintenant, quel est le futur? Quel futur pour ces relations, les relations euro-africaines? Je crois qu'il y a un scénario probable. C'est comme disent les Anglais, business as usual. Garder le statu quo. Et ça, c'est la tentation du repli sur soi. Que l'Europe tende à s'étendre vers l'Est et à concentrer ses énergies et ses efforts vers l'Est. Une politique migratoire plus restrictive, consistant à filtrer les niveaux d'entrée venant d'Afrique, les flux migratoires venant d'Afrique. Garder les mêmes logiques industrielles pour l'Europe, alors qu'on est dans une phase post-industrielle. Donc ça, c'est la tentation du statu quo. Et ce n'est pas une tentation sans danger pour l'Europe. Parce que le profil démographique de l'Europe est tel que la population tend à vieillir. Et il est clair que le facteur travail joue énormément dans la compétitivité des pays. L'Europe a une avance technologique qui lui permet de compenser le problème de main-d'œuvre avec lequel elle fait face. Mais il va arriver un moment où, sans afflux, je veux dire sans flux migratoire important, ce sera difficile à soutenir. Et ça risque d'avoir des effets sur les systèmes de retraite, sur les systèmes de sécurité sociale. Et je crois que l'Amérique du Nord a compris cela et ont une politique migratoire beaucoup plus généreuse jusqu'ici que l'Europe. Pour l'Afrique, c'est que si les mêmes tendances se produisent, l'Afrique va continuer à produire les produits de base dans lesquels elle s'est spécialisée depuis les indépendances, ce qui n'est pas de nature à la faire migrer dans des chaînes de valeur, je veux dire plus haut dans les chaînes de valeur internationales, ce qui fait que le revenu par tête risque de ne pas augmenter si elle ne baisse pas dans beaucoup de pays. Les inégalités risquent de s'amplifier. Les conflits sociaux et politiques vont bien sûr suivre. Et le risque de chaos est réel. Et bien pour l'Europe, ça va être de plus en plus difficile en ce moment-là de maîtriser les flux migratoires. Alors, le scénario souhaitable, c'est quoi? C'est dépasser le statu quo, mieux tirer profit du voisinage géographique, du voisinage linguistique et culturel entre les deux régions, mieux intégrer les structures économiques par la sous-traitance, par les investissements, une politique migratoire plus ouverte et mieux encourager les réformes politiques devant conduire à une rapide transformation structurelle du continent. J'ai pris ici le risque de vous présenter deux pyramides des âges. Celle du Niger et celle de la France. Le Niger correspond au pic démographique à travers le monde, avec des taux de croissance démographique de 4%. Vous voyez, on a une pyramide des âges complètement aplatie. C'est autant de réserves de main-d'œuvre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. En France, c'est complètement l'inverse. Or, l'industrie traditionnelle a besoin essentiellement de deux choses. D'une main-d'œuvre abondante. Les Chinois, au début, se sont intéressés aux mines et aux ressources naturelles africaines. Mais, dans 15 ans, les salaires ont augmenté tellement rapidement qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer à garder un avantage comparatif dans le secteur traditionnel. Donc, de plus en plus, ils se délocalisent. Ils tendent à se délocaliser en Afrique. Il y a de plus en plus des industries qui quittent la Chine pour s'installer en Éthiopie, par exemple, au Rwanda. Et c'est une tendance
favorisés par le gouvernement chinois. Et je pense que l'Europe avait plus de chances de faire ça que les Chinois. Parce que les Chinois, à mon avis, ont moins d'influence sur les régimes, sur les gouvernements africains que les gouvernements européens. L'Europe avait énormément de marge de manœuvre pour susciter, influencer les réformes appropriées en Afrique, pour que ces réservoirs de main-d'œuvre qu'on a, couplés à un environnement compétitif, puissent connecter les deux. Parce que l'Europe a les capitaux, nous on n'a pas les capitaux, on a la main-d'œuvre, l'Europe on n'a pas la main-d'œuvre. Il y a énormément de complémentarité et de synergie qu'il aurait fallu développer et que malheureusement on n'a toujours pas développé. Donc, à mon avis, à l'horizon 2050, on n'a que ces deux choix. Le statu quo qui risque d'être périlleux pour les deux régions, ou inventer d'autres formes de relations qui pourraient être profitables aux deux régions. Monsieur le Président, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention.